Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties, au cinéma comme sur les plateformes de streaming. Et comme vous l'avez vu dans la miniature et dans le titre de la vidéo, on se retrouve pour parler de la grosse sortie entre gros guillemets pour parler du film Shazam, le nouveau film du DCU, donc le DC Universe au cinéma, et dernier gros blockbuster sorti dans les salles qui était très peu attendu. Et avec des salles très vides d'ailleurs, on en parle beaucoup sur le Twitter ciné, on en parle beaucoup dans l'actualité même. Moi-même j'ai pu expérimenter une avant-première quasiment vide, donc c'est extrêmement rare, je crois que ça ne m'était jamais arrivé ces dernières années pour un gros blockbuster de super-héros, donc c'est la crise, messieurs, dames, c'est la crise et on va en parler parce qu'il faut qu'on en parle. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse avec le générique et on attaque ce gros morceau déprimant juste après. Alors, Shazam 2, Fury of Gods de son titre original, La colère des dieux de son titre français, bonne traduction, littérale, simple, efficace. Et le nouveau film de type action-aventure super-héros qui est sorti dans nos salles mercredi dernier, c'est-à-dire le 29 mars 2023, il dure 2h10 et c'est le 12e film du DCU et le deuxième film qui met en scène le héros Shazam. Le DCU, donc le DC Extended Universe, je vais pas revenir dessus avec vous parce qu'on l'a déjà traité sur la chaîne très récemment puisque leur dernière sortie c'était Black Adam et vous avez une vidéo sur Black Adam sur la chaîne où je reviens d'ailleurs sur les problématiques de rachat, les problématiques de recut de films, toutes ces pseudo-excuses qu'on peut avoir pour expliquer l'état des films de la Warner en ce moment, dirons-nous. En gros, on est sur toute une période de remaniement, de changement d'objectifs, de changement de destination pour le DCU, de changement de tête de projet également, et donc les films transitionnels, les films qui étaient coincés entre les nouveaux objectifs du DCU et les anciens, notamment portés par Zack Snyder, etc. C'est ceux qui pâtissent le plus de cette situation. Donc on a déjà parlé de Black Adam et c'est également le cas de ce Shazam 2 qui fait donc suite au premier film qui était sorti en 2019 et qui est une sorte de Frankenstein du film qu'il devait être à la base, déjà parce que Shazam était censé combattre Black Adam et que ça s'est pas fait parce que l'ego de The Rock et probablement d'autres problématiques, quoique l'ego de The Rock étant déjà une très grosse problématique. Mais en gros, ce film a été recut, recoupé, recousu, revu, recorrigé et aussi et malheureusement repoussé au niveau des dates un bon paquet de fois pour en arriver au résultat qu'on en a aujourd'hui. Je me permets de vous le dire en introduction et en présentation du film parce que c'est un point à prendre en compte et un point qui peut expliquer certaines choses. Mais attention, de mon point de vue, c'est pas quelque chose qui doit être pris comme une excuse puisqu'on juge un produit fini sur son état fini, c'est-à-dire on va juger le produit Shazam 2 Fury of God ou l'œuvre en fonction de votre point de vue vis-à-vis des films par rapport à ce qu'ils nous a présenté sur sa version finale, c'est-à-dire ce que j'ai vu au cinéma cette semaine. Fin de la parenthèse, le DCU en souffrance, on se recentre sur le film. Le film est réalisé par David F. Sandberg, c'était déjà lui qui était derrière le premier film Shazam. C'est un scénariste, réalisateur et compositeur suédois. Et c'est quelqu'un qui a réalisé mon court-métrage préféré, enfin l'un de mes courts-métrages favoris, qui est un court-métrage d'horreur, qui a permis d'ailleurs de mettre en avant ses talents. C'est le court-métrage Lights Out, qui est gratuitement disponible sur YouTube si vous souhaitez le voir et que vous ne l'avez jamais vu, je vous y encourage réellement. Il date de 2013, c'est à la base de ce court-métrage que va être ensuite réalisé en 2016 le film Dans le Noir, qui reprend le concept du court-métrage pour le gâcher allègrement, du moins de mon point de vue, parce que j'ai vraiment pas beaucoup aimé le film Dans le Noir, on reprend le même concept, mais là où il était très efficace sur un temps court, il fonctionne pas vraiment pour moi sur un temps long. Après, voilà, je vous invite à faire la comparaison si vous avez vu les deux ou à découvrir les deux pour voir un petit peu l'évolution d'un concept. C'est toujours intéressant de voir qu'un scénario et une idée intéressante peut fonctionner sur un format court et pas sur un format long et inversement. Là, je trouve que c'est un très bon exemple, mais en tout cas, c'est un réalisateur sur lequel j'avais plutôt un a priori positif du fait de l'idée géniale qu'il avait eue dans son court-métrage. Mais que ce soit l'adaptation du film en 2016, que ce soit Annabelle 2 qu'il a également réalisé en 2017, ou encore son Shazam de 2019, ce sont pas particulièrement des réalisations qui m'ont impressionné et malheureusement cette quatrième grosse production ne vient pas faire mentir mon sentiment vis-à-vis de ce réel. Au casting de son Shazam 2, on retrouve le casting qu'on avait déjà pu rencontrer dans le premier opus. On a donc évidemment Zachary Levi, la tête d'affiche qui incarne le héros Shazam à l'image. Zachary Levi, on a pu le voir dans la série Chuck de 2007 à 2012. C'est lui qui incarne un personnage très secondaire qui est Fandral dans à peu près tous les torts, je crois qu'il est apparu à partir de
Thor 2 et qu'il est dans Thor 3 et Thor 4, oui aussi, on parle de plein de bons films aujourd'hui, hein, dites donc. Mais il compte également dans sa filmographie l'interprétation de la voix du personnage Eugène dans le film Réponse, que pour le coup j'apprécie beaucoup, et c'est vrai que une fois que j'ai su que c'était lui qui doublait Eugène, je vois un petit peu des similitudes au niveau des traits, des expressions, etc. Donc même si c'est pas un acteur que j'apprécie particulièrement, je peux pas lui nier un certain talent. Son alter ego version jeune dans le film est incarné par Asshel Angel. Asshel Angel, il a pas vraiment beaucoup de films à sa filmographie, il est surtout connu pour la série Andy qu'il a commencé en 2017, qui est une série de type série Disney Channel, Nickelodeon, voilà, une série pour jeunes. Il joue aux côtés de Grace Fulton. Grace Fulton, on a pu la voir dans un autre film du réal puisqu'elle était dans le film Annabelle 2. Et en 2017, elle était également dans le film Badland, et dans ses films Shazam, elle a la subtilité d'incarner à la fois sa version jeune et sa version super héroïque. C'est la seule à être dans cette double casquette, principalement parce que c'est celle qui a le moins de différence d'âge entre ces deux versions. Et voilà, c'est une petite anecdote. On retrouve également Jack Dylan Grazer, qu'on a pu voir dans le film de la saga Sa, et dont l'alter ego super héroïque est incarné par Adam Brody. Adam Brody qu'on a vu dans l'excellent Wedding Nightmare, et il était également dans la série Gilmore Girl. Personnage qu'on avait également vu dans le premier film, on retrouve Jimon Hunson. Jimon Hunson, il est évidemment dans le film Gladiator et également de l'excellent Blood Diamond. Je sais pas quel chemin il a pris pour se retrouver dans ce film Shazam, mais clairement je le trouve totalement sous-exploité parce que c'est plutôt un bon acteur, et là son personnage étant extrêmement stéréotypé et pas particulièrement fin, ils exploitent pas du tout ses compétences, mais c'est vraiment un acteur que j'apprécie, et je m'étais déjà étonnée de le voir dans le premier film, et c'est toujours le cas dans ce second opus, même s'il retrouve son rôle, hein, c'est normal qu'il soit là. Pour le coup, c'est un acteur que je trouve vraiment sous-exploité dans cette licence, et c'est ce que je pense également pour les nouvelles figures qui apparaissent au casting pour ce second opus. On retrouve par exemple Rachel Ziegler. Rachel Ziegler, on l'a vu dans le film West Side Story, où elle chantait merveilleusement bien et elle dansait merveilleusement bien puisque c'est une comédie musicale, et je l'avais trouvée très impressionnante à l'image. On devrait la retrouver dans le live action de Blanche-Neige dans quelques temps, je crois que c'est pour l'année prochaine, et cette année on la verra dans le préquel de Hunger Games. C'est une actrice que j'apprécie, je trouve qu'elle joue bien, mais là, de la même façon que Jimon, elle est complètement sous-exploitée. Sous-exploitée également Lucy Liu. Lucy Liu, c'est Kill Bill, c'est la série Elementary. Et là, son personnage est également, comme les autres dont je vous ai parlé, de toute façon on va revenir sur le sujet, très stéréotypé, et malheureusement elle n'exploite pas toutes ses compétences en tant qu'actrice. Et c'est encore la même chose pour Hélène Mirren, qui elle aussi s'ajoute au casting avec ce second opus. On avait pu voir précédemment dans des films comme Red en 2010, La femme au tableau en 2015 que j'avais beaucoup apprécié, ainsi qu'en 2020 The Duke. Et elle incarne également la mère de Benjamin Gates dans les films Benjamin Gates. Vous savez qu'on aime les films Benjamin Gates par ici, c'est sa mère dans les films. C'est une actrice que j'aime bien, et elle aussi malheureusement elle est un petit peu sous-exploitée. En tout cas, au niveau du casting, on retrouve des figures que l'on connaît des premiers films, on retrouve à peu près le même casting réconfortant, on est dans nos repères, mais en plus, on a des figures qui s'ajoutent avec des actrices quand même relativement renommées, voire de jeunes talents qui sont en train de monter, je pense à Rachel Zegler. Donc le casting est en soi intéressant, et il aurait pu être très intelligemment exploité. Je regrette déjà de vous annoncer que ce n'est pas le cas. Mais avant de vous en dire plus, on va quand même revenir sur le synopsis de ce second opus. Je vous rappelle que dans le premier opus, on avait découvert le héros Shazam. La subtilité de ce héros, c'est que c'est en fait un jeune garçon qui est choisi par un puissant sorcier ancestral un peu mystérieux et qui lui transmet un pouvoir issu des dieux. Ce pouvoir, il peut le déclencher en hurlant le mot Shazam, et il se transforme alors en un alter ego super héroïque adulte. Mais il garde sa mentalité de jeune, même si le film a la subtilité d'avoir une version adulte de Shazam qui est plus gamine que la version enfant. Zachary Levi a une attitude beaucoup plus immature dans le film que Asher Angel, qui accorde pourtant le jeune adolescent. Mais bon, ça c'était un petit déséquilibre, l'un des petits déséquilibres du premier film. Dans tous les cas, dans le premier film, il découvrait son rôle de super-héros, c'était un petit peu l'expérimentation, la grande découverte, etc. Évidemment, il faisait face à un grand méchant, et pour réussir à vaincre le grand méchant, il devait s'entourer de d'autres héros, et grâce au bâton magique du vieux monsieur, il réussit à distribuer différents pouvoirs aux membres de sa famille recomposée, puisque c'est un enfant placé dans une famille avec d'autres enfants qui ont été placés là, et en fait il distribue ses pouvoirs à tous ses frères et sœurs d'adoption, formant ainsi la Shazam Family que l'on retrouve au début de ce second film. Donc entre le premier et le second film, nos jeunes super-héros n'ont pas cessé leurs actions super-héroïques qu'ils essayent bon an mal an de faire coïncider avec leur vie de jeunes enfants. Ils ont réussi à maintenir leur identité secrète, mais évidemment, comme dans toute famille, c'est pas toujours facile de travailler tous ensemble entre frères et sœurs et de maintenir une cohésion d'équipe. C'est dans ce contexte qu'apparaissent de nouveaux méchants, les filles du titan Atlas, qui reviennent dans le monde des hommes pour se venger et récupérer les pouvoirs perdus de leur défunt père, et qui vont donc se heurter frontalement à la Shazam Family, qui va donc devoir faire face à un nouvel ennemi. Alors là, c'est le moment où on va se mettre à parler du film et à rentrer dans le vif du sujet. Ne m'en voulez pas, mais je vais me reprendre un peu de café.
Donc, commençons tout d'abord par la direction artistique. Comme toujours, parlons de la photographie. Comme pour le précédent film, honnêtement, c'est pas particulièrement impressionnant. C'est utilitaire, c'est simple, c'est efficace. Honnêtement, ça fait le taf, c'est-à-dire que c'est pas moche, c'est pas illisible, même si honnêtement il pourrait faire mieux au niveau de la lecture des combats et de la lisibilité des combats, parce que c'est vrai que au niveau de la construction de l'image, parfois il se passe trop de choses dans la même image, parfois on a des zooms qui sont un petit peu maladroits et qui permettent pas de comprendre l'intégralité de l'action. De ce côté-là, c'est pas hyper brouillon, mais c'est pas non plus une lisibilité impressionnante des combats. Dans tous les cas, on a une image qui n'a pas vraiment de style, pas vraiment d'originalité ni d'identité particulière. En fait, il y a tellement peu de prise de risque qu'on est sur quelque chose de relativement plat et de relativement ennuyant visuellement. Il y a aucun moment où je me suis dit pouah, qu'est-ce que je suis en train de voir, boum boum boum. Normalement, quand on va voir un film d'action, même un film d'action assez basique, il y a quand même des scènes qui sont supposées être impressionnante, marquante. Aucune scène ne m'a marqué dans le film. Les scènes font le taf sans vouloir, sans chercher et sans avoir la nécessité de faire quoi que ce soit de plus. En soi, elles ont le mérite d'exister, mais clairement, ça ne va pas plus loin. Et c'est même parfois tellement cliché que déjà, ça a un côté un petit peu ringard, un petit peu saut année 2010 avec des images qu'on a déjà vues 10 000 fois. Les scènes où on est dans le canapé allongé en mode un hangover, j'ai fait la fête hier soir, on est trop des jeunes. Ou encore les scènes de l'arrivée bien rangées, les super-héros les uns derrière les autres sur le pont, là on est sur des choses extrêmement clichés. Regard en mode je te fais confiance mon ami. Là encore c'est très très cliché et comme il n'y a pas d'originalité, que ce soit colorimétrique au niveau des costumes, au niveau des angles, au niveau des plans ou au niveau de quoi que ce soit, bah du coup t'as l'impression d'avoir déjà vu le film tout en n'ayant jamais vu le film, ce qui est toujours un petit peu ennuyeux. D'autant plus qu'il y a un énorme gros problème au niveau de l'image, ce sont les effets spéciaux et les décors et les costumes. Enfin bref, tout ce qui fait vivre l'univers un petit peu fantastique de Shazam. Soyons clairs, c'est moche. C'est très très moche et c'est très très ringard. En fait, pour vous citer un petit peu un exemple, quand les super-héros s'envolent ou quand ils se posent, on voit presque les câbles qui sont attachés à leur harnais, tellement c'est mal fichu, tellement l'angle qui est choisi et les poses qui sont choisies sont pas naturelles. Ça fait vraiment film des années 2010. Les fonds verts sont moches et on les voit vraiment, c'est-à-dire que déjà on n'a pas une image qui est superbe au niveau numérique, mais en plus on voit littéralement où est la délimitation entre le fond vert et le décor où ils ont tourné. Ça c'est vraiment une très grosse erreur et c'est quelque chose qu'on n'est plus censé voir aujourd'hui avec la maîtrise des fonds verts actuels et surtout dans un univers cinématographique qui est le DCU qui se base quasi intégralement de la même façon que son frère ennemi Marvel sur les effets spéciaux et notamment sur le fond vert. C'est une grossière erreur. En fait t'as l'impression de revenir 20 ans en arrière au niveau des effets spéciaux dans le film et c'est pas que pour les fonds verts et les effets numériques. Tout est réchauffé, c'est-à-dire qu'on a des scènes à la Doctor Strange 1 de 2015 version réchauffée et en version un peu Wish aussi également d'ailleurs, c'est-à-dire que c'est pas aussi beau que dans Doctor Strange version 2015 alors que c'était déjà il y a quasiment 10 ans. On a des créatures qui sont quasi issues du film Percy Jackson de 2010. Et le film Percy Jackson en 2010 avait déjà un petit côté ringard. En fait, c'est assez original d'une certaine manière. Vous voyez, je vous disais qu'il n'y avait pas d'originalité dans la photographie. En fait, si, c'est original parce que ces derniers temps, on a eu de grosses monstruosités au niveau super-héroïque. On a eu She-Hulk, on a eu l'espèce d'horreur de MODOK, on a eu les choses de Thor 4. Mais ces trucs-là sont dans une autre catégorie que ce film-là. Ce qu'on a eu dans Doctor Strange, c'est une mauvaise gestion des effets numériques qui rend l'intégration moche. Ce qu'on a dans ce film Shazam 2, c'est juste que ça a 20 ans de retard. C'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que dans les derniers films Marvel que je vous ai cités, ils sont dans ce qu'on fait aujourd'hui, c'est juste qu'ils le font mal. Eux, ils essayent même pas d'être dans ce qu'on fait aujourd'hui, ils font un truc ringard, mais pas assez ringard pour être vintage. C'est juste ringard. Enfin, les costumes, on dirait littéralement des cosplays. Alors en soi, ce serait des cosplays en convention, je serais en mode waouh, le travail des cosplayers. Mais les cosplayers, je vous le rappelle, ce sont des amateurs. Là, nous sommes sur des professionnels du cinéma, nous sommes sur des costumiers professionnels du cinéma. Il y a des erreurs qu'on ne peut pas faire. Ça fait plastoc, ça ne fait pas vrai parce que les costumes n'ont pas été usés, les costumes n'ont pas été comme s'ils avaient été utilisés, si vous voulez. Quand on fait un costume pour le cinéma, d'abord on pense à la structure du costume, à sa beauté esthétique, à tout ce que vous voulez, et ensuite on pense au fait qu'il a été porté par le personnage et qu'il faut lui donner du vrai. Il faut
patiner son produit. Là, ils sont pas du tout patinés. Les costumes que portent les sœurs Atlas, là, c'est pas possible. Des cosplays des années 2000, plus tirés d'un espèce de gladiator au féminin très étrange. Je suis d'accord qu'ils font plein de références au monde de la mythologie grecque, mais c'est encore une fois du déjà vu ringard. Essayez de me moderniser tout ça, pas au sens moderniser les Grecs, attention, mais moderniser au niveau de l'approche du costume, les costumes des super-héros Shazam. Alors je vous parle même pas de la jupe de l'autre qui arrête pas de rétrécir. Depuis que le personnage de Grace Fulton a eu 18 ans dans le film, sa jupe elle a perdu 20 cm. Ça je ne me l'explique pas, c'est très mystérieux. C'est pas de l'amateurisme, parce que c'est pas un film amateur, c'est juste des erreurs dans la réalisation, et du coup des erreurs dans la tangibilité et le réalisme de son garde. Suspendre son incrédulité sur l'univers de Shazam, sur les pouvoirs, sur les créatures si vous voulez, sur la magie, mais au bout d'un moment il faut que ton univers soit quand même tangible. Et là, à cause de ces problèmes de costumes, à cause de ces problèmes d'effets spéciaux qui sont trop visibles, à cause de ce côté très réchauffé, très déjà vu, du coup ça ne rend pas ton univers tangible. Alors encore, s'il y avait que ça, je me dis, on pourrait passer l'éponge, se dire que bon, peut-être qu'ils étaient pas au meilleur de leur forme, peut-être qu'ils avaient mal dormi, mais y a pas que ça. Passons aux musiques. Les musiques, c'est le fameux syndrome de la playlist aléatoire Spotify. Ce fameux syndrome extrêmement répandu dans le cinéma actuel. On en a même parlé dans John Wick 4, ma dernière vidéo. Vous avez vu la vidéo de John Wick 4 ? Le syndrome de la playlist aléatoire Spotify est un syndrome extrêmement contagieux. Je suis très inquiète pour les studios hollywoodiens parce que il se répand comme je sais pas quoi. En tout cas, il faut faire quelque chose parce que je m'inquiète, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de compositeurs dans le milieu du cinéma hollywoodien. Et pourtant, le réal lui-même, dans ce film, est compositeur. Puisqu'il a composé pour des films. Je ne me l'explique pas. Le problème de la musique, c'est que du coup, c'est des musiques pop qui sont lancées en mode random. Voilà. Je sais pas quoi vous dire, quoi. On met quelques thèmes de radio un peu tendance, on met quelques thèmes un peu punchy, on met quelques thèmes un peu électro, et on met légèrement un peu de vintage pour faire genre, ouais, regardez comme j'ai des goûts éclectiques. Dans la saga DCU, dernièrement, on avait Black Adam. Black Adam, il y avait une vraie identité musicale, même si je pense que cette identité musicale a été très largement basée sur les goûts de The Rock, parce que je crois que c'est The Rock qui a décidé d'à peu près tout dans ce film. Il y a une cohérence musicale dans la playlist qui était proposée dans Black Adam, et ça faisait qu'au niveau des sonorités, il y avait un côté un petit peu jouissif, parce qu'il y avait une identité derrière, une identité qui collait à l'identité du personnage. Là en fait, le personnage Shazam a tellement pas d'identité que son film n'a pas d'identité, que les costumes n'ont pas d'identité, et que la musique n'en a pas non plus. Résultat, c'est comme pour la photographie, c'est ennuyeux, c'est déjà vu, et bof quoi. Un tel manque de pertinence, c'est fatigant, et on n'a pas fini, parce qu'on arrive au rythme et au scénario. Alors, je me suis énervée sur les costumes, etc. parce qu'on a comme... En fait, sur les costumes, sur les effets spéciaux, on sent qu'il y a une bonne base et on sent qu'il y a de bons techniciens derrière. Même si, voilà, ça manque d'âme, ça manque de détails. On sent que sur les effets spéciaux, il y a des équipes qui ont bossé dessus, peut-être qu'elles n'ont pas eu le temps nécessaire, etc. Mais voilà, on sent qu'il y a des équipes quand même derrière. Sur la musique, je sais pas trop. Mais sur le scénario, là, je sais pas trop ce que je vais bien pouvoir vous dire. Le film est conçu dans un classique 3 parties, un petit peu comme une rédac pour le bac. Le premier tiers est le moins mauvais, je dirais, parce que le premier tiers est assez classique, on retrouve nos personnages dans leur quotidien, on replace un petit peu les enjeux du jeune adolescent, mais qui fait face à des pouvoirs, grandes responsabilités, vous connaissez la chanson Uncle Ben, tout ça. Oui, why not? Très classique pour un film de super-héros, mais ça fait le taf. On introduit de nouveaux méchants, bon alors ça, l'introduction des méchants est... pas ouf, mais franchement ça peut fonctionner, voilà. On nous pose tous les pions habituels sur le plateau de jeu, on sait où on en est, il y a rien de totalement absurde ou de complètement incohérent, voilà. Le premier tiers du film, ça va. C'est à partir du second tiers que ça part en live, parce que là on va commencer à cumuler les incohérences sur incohérences sur incohérences. La confrontation en fait entre les sœurs Atlas et le groupe de Shazam, on dirait qu'ils perdent de vue les enjeux qu'ils ont eux-mêmes posés dans la première partie, c'est-à-dire rien comprendre, et ils font des sortes de successions de scènes qui se suivent pas vraiment les unes avec les autres et qui font pas vraiment sens. Ils mettent en relation des personnages sans que ça soit vraiment très très cohérent par rapport à l'ensemble. Le tout sur fond de décisions plus incohérentes les unes que les autres. On dirait presque qu'il y a une compétition entre les personnages pour prendre la plus mauvaise décision dans chaque situation qui leur est présentée. C'est assez triste. Et alors le troisième tiers, là, il y a plus personne. Là c'est le déchaînement. Là, il y a plus de cohérence scénaristique. Je suis même pas certaine qu'il y ait réellement un scénario. Ils savent juste que il faut résoudre le problème, il faut un combat final contre le méchant, parce que c'est un film de super-héros, et dans un film de super-héros, à la fin, il y a un combat final contre le méchant. Donc, combat final. Allez, qu'est-ce qu'on met? Que tout. Ils devaient être dans une salle avec des idées, ils ont tout mis. Et ça rend n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je suis désolée, je suis super négative, mais c'est vrai, la dernière partie, c'est absolument n'importe quoi. Mon âme s'est échappée de mon corps, j'étais comme ça sur mon siège en mode « Oh, que se passe-t-il » C'était terrible. Je crois que c'était même pire scénaristiquement que Morbius. Morbius, le problème était visuel.
au niveau des effets spéciaux, et le problème c'était que le film était trop morcelé, on aurait dit une sorte de compilation du film, mais au moins ça se tenait vaguement. Là je crois que c'était pire, hein. Je crois que c'était pire. En gros, c'est ennuyeux, c'est prévisible, il y a zéro envolée. Il y a zéro panache, il y a zéro moment de waouh, comme dans un film de super-héros, comme ce qu'on attend dans un film de super-héros. En fait, tout est assez vaseux, que ce soit les enjeux qu'ils ont posés, et pourtant, en soi, les enjeux sont intéressants, classiques mais intéressants. La peur du rejet, la volonté de s'intégrer, d'être reconnu pour ses compétences et pour qui on est, et à la fois de faire face à des responsabilités plus grandes que soi, alors qu'on arrive à cette fin d'adolescence où on nous demande qui on veut être, ou qui on est, ou qui on veut devenir, et ce sont des choix qui sont toujours très difficiles, et c'est des thématiques qui touchent tout le monde, et qui sont très larges, et qui peuvent être pertinentes, mais qui perdent complètement de vue. Donc en soi, le sous-texte nécessaire à un film correct est là, mais ils ne l'exploitent pas du tout, ils développent pas du tout leurs personnages, les personnages de la Shazam Family sont devenus une succession de stéréotypes. Ces personnages méritent quand même que vous leur mettiez plus de 3 lignes de développement. Les motivations des méchantes, est-ce qu'on parle des motivations des méchantes? On comprend rien à leurs problèmes. Puis alors le background pseudo-mythologique où ils te mettent les Hespérides avec un dragon. En soi, le jardin des Hespérides, c'est une thématique super intéressante, les pommes d'or, tout ça, mais respectez un petit peu, un minimum, juste un tout petit peu la mythologie dont vous dites que vous inspirez. Je suis désolée d'être aussi énervée, mais je ne sais pas comment vous expliciter le truc autrement. C'était difficile à vivre parce que en soi, comme la majorité des films de super-héros, même si tu nous fais pas un chef-d'œuvre, il y a quand même un potentiel de base qui est exploitable. Comme je vous l'ai dit, les enjeux peuvent être intéressants, comme ils ont déjà présenté et posé les personnages dans le premier film, ils pouvaient un peu plus se lâcher au niveau de l'histoire et nous développer du coup un vrai aspect mythologique, parce que je vous rappelle que dans le DCU et notamment autour de ces personnages, dont le personnage de Shazam, on est sur les pouvoirs des dieux issus de la mythologie, c'est pour ça qu'on parle du Titan Atlas, etc. On aurait pu développer cet aspect-là, l'aspect mythologique, ça c'est vendeur, ça se vend ça. On a déjà un peu approché le truc avec Wonder Woman et ça marche, la mythologie, c'est un petit peu l'identité du DCU, on va dire originel, ce que Zack Snyder avait essayé de développer dans sa propre vision de la mythologie au cinéma, que personnellement j'aimais bien, mais même s'il est plus là, je veux dire, restez dans la droite ligne du truc, maintenez le pont mythologique, soyez sur, voilà, l'histoire gréco-romaine, quoi, mettez-y un peu de punchy, mettez, je sais pas, un peu d'investissement, quelque chose, merde, quoi. Pardon, je suis désolée. On continue avec la catégorie qu'est-ce qu'on met dans un film de super-héros quand on sait pas quoi mettre? De l'humour. De l'humour, c'est drôle. En soi, on partait déjà de loin avec le premier film, qui avait... Alors c'est un film qui est destiné aux enfants. Shazam, c'est vraiment un public très très jeune. Donc en soi, c'est pas forcément mes goûts à moi, mais quand on part de ce postulat-là, le premier film était pas particulièrement drôle, mais assez léger et détente. Et on retrouve un petit peu cette thématique-là au début de ce second film. Donc au début, j'étais pas particulièrement inquiète sur l'aspect humoristique, parce que c'était dans la droite ligne de ce qu'on avait eu avant. On a un Zachary Levi qui prend vraisemblablement des substances avant de tourner. Il est surexcité, il est sur pile, le mec. Je crois même qu'il est branché directement sur une centrale nucléaire tellement il a de l'énergie, il est surexcité, il est tout le temps en train de sourire. Mais c'est l'identité de son personnage et il reste dans cette peau-là au début du film. Donc en soi, ça se tient. Et faut reconnaître que c'est le seul qui essaye un peu de faire quelque chose pour sauver la machine. Donc de ce côté-là, je lui tire mon chapeau. Parce qu'au final, c'est le seul personnage qui garde une cohérence par rapport au premier film et c'est le seul personnage qui apporte vraiment un aspect humoristique qui est au moins dans la ligne du premier film et qui a ce côté bon enfant, familial, mais qui passe relativement bien, même si personnellement je rigole pas à gorge déployée. Maintenant il y a des trucs qui sont impardonnables humoristiquement parlant. Je vais être claire avec vous, la scène avec le sorcier, c'est pas possible, c'est pas drôle, c'est moche. De toute façon, la ligne humoristique du fantasme du personnage de Zachary Levi, qui je rappelle est un jeune adolescent, sur Wonder Woman, est une ligne que je trouve pas particulièrement très drôle, et sur laquelle ils ont quand même beaucoup insisté dans ce film-là, et que je trouve pas très intéressante. Mais encore, s'il y avait que cette scène-là, et qu'on dirait que c'est une sorte d'erreur de passage qu'ils auraient dû couper au montage et qu'ils ont oublié. Why not? Mais non, il y a tout l'arc narratif des Skittles. Oui, j'ai bien dit l'arc narratif des Skittles, les bonbons là. Qui est l'arc narratif humoristique principal du film. Et ça va pas du tout. Déjà parce que c'est le placement de produits le plus honteux qu'on ait vu, je crois. Depuis l'époque des placements de produits sur MTV, dans les clips des années 2000. On est encore sur le délire ringard années 2000, hein, vous me suivez. Mais depuis les placements de produits horribles qu'on avait dans les clips dans les années 2000, qu'on a toujours aujourd'hui, où t'as discrètement la star, tu sais, qui fait « Oh, j'ai un peu soif !» au milieu du clip et qui attrape sa canette en disant « Je vais boire ça !» Le ralenti, c'est pas mon idée, hein, je me suis inspirée de ce qu'ils font dans le film. À part peut-être ces scènes-là dans les clips musicaux des années 2000, je pense qu'on ne peut pas faire pire que le placement de produits gênant qu'ils nous ont fait dans ce film, qui n'a absolument rien de drôle. Ils citent littéralement le slogan de la marque, et plusieurs fois, hein.
parce que je suis allée voir le film en VO, ils le disent plusieurs fois, le slogan de Skittles, Taste the Rainbow. Donc cet arc-là, humoristico-narratif, parce que c'est quand même au centre du scénario, même un enfant se rendrait compte qu'il a rien à faire là, et même un enfant se rendrait compte que c'est bizarre et un peu absurde et surtout très incohérent, et ça pour moi c'est une véritable erreur. Je savais pas que le DCU était fauché à ce point, au point de faire devenir l'un de leurs films une énorme publicité ambulante. Ça c'est juste impossible, et le fait qu'il l'ait tourné sous l'angle humoristique, ça ne marche pas plus et ça ne rend la décision que plus affligeante. Donc à part cette partie très gênante, ces deux parties très gênantes, pour le reste c'est un peu couillon, c'est pas très fin, personnellement j'ai pas ri, mais au moins on a le mérite de retrouver l'ambiance légère et familiale qu'on avait dans le premier film. Donc au final je crois que le pendant humour, hormis je me répète les deux choses que je vous ai citées, le pendant humour est peut-être le seul à être réellement cohérent par rapport au premier film, et le seul à au moins se tenir jusqu'à la fin des 2 heures de ce film là. Et on en arrive donc à ma dernière partie que je vais essayer d'élargir au-delà de ce film. Pourquoi ? Parce qu'en fait je me suis rendu compte que en réfléchissant sur ce que j'allais vous dire sur ce film, j'en arrivais aux mêmes conclusions que celles que j'avais avec Quantum Mania d'une certaine manière, et celles que j'ai depuis un petit moment maintenant avec notamment les films Marvel mais également certains films du DCU. Je me demande exactement ce qu'ils cherchent, ce qu'ils veulent, où ils vont. Est-ce que tout ça est fait en conscience, ou est-ce qu'ils sont juste largués sur ce qu'ils font, ou est-ce qu'ils essayent même plus de le faire bien? Je sais pas ce qui arrive au genre super-héroïque, il est clairement en crise. Non, parce qu'on est dans l'œil de la tempête avec tous ces films où les personnages ne se tiennent plus eux-mêmes, ils ont plus de cohérence par rapport à ce qu'on a connu de leurs films précédents, où l'univers lui-même ne se tient plus, les univers étendus sont en train de se déliter. L'univers étendu du DCU, à un moment il avait une vision quand Zack Snyder était vraiment plus aux commandes, parce que du coup c'était sa vision à lui qu'il avait très largement imposé, et du coup effectivement tous les films arrivaient à fonctionner en puzzle entre eux parce qu'on avait la vision d'un homme. C'est ce qu'on avait aussi avec Kevin Feige pendant très longtemps chez Marvel, et ça se délite pourtant même s'il est encore là, donc en soi je suis pas sûre que ça vienne clairement seulement de là, mais là on a l'impression que le genre super-héroïque est en crise, enfin c'est pas une impression, je pense que c'est vrai, et qu'il est en train de se déliter au point d'avoir des œuvres ces dernières années qui font de la peine. C'est gênant, ça fait de la peine pour des univers que j'aime, pour un genre cinématographique que j'aime. Avoir des salles d'avant-première vides pour un nouveau film d'ici, c'est triste. Je suis désolée d'avoir vous dire que c'est triste. Voir des films super-héroïques de franchises qui ont déjà posé des bases, de films qui sont quand même très très bons, avec maintenant des personnages qui ne se tiennent pas, qui savent pas ce qu'ils font là, qui savent pas pourquoi ils sont là, des incohérences de partout. C'est le règne absolu du TGCM, c'est le règne absolu de tais-toi c'est magique pour rester poli. C'est ce que je vous ai dit sur Quantum Mania, c'est ce que je vous ai dit sur Thor 4, c'est ce que je vous ai dit sur She-Hulk. Ça me fait de la peine de le dire, et ça me fait encore plus de peine de devoir aussi le dire pour le DCU. Qu'est-ce qu'ils ont? Quel est leur problème? Est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion? On a l'impression de voir des films qui s'écroulent comme des châteaux de cartes en fait, et c'est triste. Là, ce film-là, j'ai l'impression que tout est ultra branlant et que ça ne tient à peu près que parce que Zachary Levi met tellement d'énergie du désespoir qu'à mon avis, à la fin du tournage, il était un mental breakdown, le pauvre mec. Clairement, même si je l'apprécie pas, même si, et je vais être honnête, son personnage, son interprétation, enfin l'interprétation qu'ils lui font faire, parce que à mon avis, c'est pas un choix personnel, me correspond pas, et c'est un peu trop épileptique et un peu trop enfant et un peu trop sourire-niais pour moi. Là, je dois lui reconnaître que c'est le seul à être comme ça, en mode pour le coup Titan Atlas, tenir le film comme il peut en espérant que ça sorte. Sans parler des attaques de Lego de Dwayne Johnson qui ont dû venir par derrière au moment de la sortie de Black Adam. Enfin, ce film a essuyé des tempêtes, je vous l'ai dit en début de film. Ça explique, mais ça n'excuse pas qu'on sorte une œuvre comme ça au cinéma. Qu'on fournisse ce genre de produit à des fans, ou à des moins fans d'ailleurs, ou du moins à des gens qui veulent aller voir un bon film de super-héros bien réalisé. En soi, le film n'est pas non regardable. Je pense que si tu te fiches complètement des tenants et des aboutissants, si tu te fiches complètement de l'univers étendu, si tu te fiches complètement des héros, si tu te fiches complètement de l'adaptation, si t'en as rien à faire et que tu vas juste voir ça pour te détendre et pour, comme certains diront, se poser le cerveau et n'absolument pas se poser de questions durant les 2 heures de film, tu passes un moment sympathique malgré le fait que les créatures soient très moches, que les effets spéciaux soient très visibles, que les musiques soient complètement aléatoires et parfois punchy alors qu'elles sont pas supposées l'être et inversement. En soi, oui, l'image est utilitaire, les costumes sont utilitaires, le montage est utilitaire, le scénario, les personnages font le taf, et Zachary Levi est en train de donner tellement d'énergie qu'à mon avis, après, il a dû faire une pause de 6 mois. Mais qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là? Moi, je suis atterrée
mais à la fois pas surprise. C'est pour ça qu'en soi je m'énerve, mais je sais que ça sert à rien, mais je m'énerve quand même parce qu'on en parle ensemble et que rien qu'en parler ça m'énerve parce que j'aimerais que ce soit bien, j'aimerais kiffer mes moments quand je vais voir ces films-là. Et je vous l'avais partagé sur Twitter, je vous l'avais dit avant, je n'avais pas d'attente de ce film parce que je savais de par les bandes annonces, de par ce qu'on avait vu avant, que ça n'allait pas être fameux. Mais comme dirait un certain grand sage, je ne m'attendais à rien et j'ai quand même été déçue, faut quand même faire fort. Je ne sais pas, je ne sais plus, j'ai pas envie de jeter l'éponge d'un genre que j'aime. Mais j'aimerais bien savoir quand est-ce qu'ils vont nous terminer leur crise de la trentaine, quarantaine ou leur crise d'ado. Je sais pas où ils en sont dans leur délire artistique super-héroïque dans les studios hollywoodiens, mais j'aimerais qu'ils arrêtent avec leur petit caca nerveux, qu'ils se posent sur une table, qu'ils enlèvent tout le superflu et qu'ils reprennent sur des bases saines. Mince quoi, c'est triste, moi ça m'attriste. Mais nous allons quand même faire le bilan après cette réflexion qui était presque plutôt un coup de gueule d'ailleurs, on va quand même faire le bilan. Écoutez, est-ce que je vous recommande le film ? Pas forcément, je pense que vous avez de meilleurs films que cela à voir dans le genre super-héroïque. Films qui sont déjà sortis, mais ça fait jamais de mal de les revoir. Le film était encore en dessous de l'absence d'attente, ce qui est toujours dur à dire. En soi, le film est pas atrocement monstrueux, mais il est très en dessous de ce qu'il devrait être. Je pense qu'il est très en dessous de ce qu'il aurait dû être avant tous ces remaniements, etc. Mais on ne peut pas comparer avec une œuvre qu'on ne verra jamais et qui ne verra jamais le jour. Donc on peut juste évaluer ce qu'on a eu sous les yeux. Je peux juste vous dire ce que j'ai pensé de ce que j'ai vu. C'était triste, c'était ringard, c'était pas très pertinent, pas très intéressant, visuellement neutre. Il n'y a pas un pic de quelque chose, il n'y a pas une scène dont je vais me souvenir, il n'y a pas un grand moment, il y a un placement de produit gênant au possible, malaisant et humiliant. Humiliant pour le projet, humiliant pour l'univers, humiliant pour la franchise. Enfin, je veux dire, en arriver à ça, je trouve ça un petit peu... Il y a des moments où le film ressemble à une publicité, c'est quand même très très triste. Je ne sais pas quoi vous dire, est-ce que je continuerai à aller voir les films du DCU ? Oui, je sais que je vais avoir encore en commentaire des gens qui me disent « Mais arrête d'aller voir ces films si c'est pour râler dessus !» Mais l'espoir fait vivre, mes chers amis, et on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise, petit 1. Ensuite, sachez qu'il est toujours bon d'être curieux, et pour finir... Je veux avoir un avis sur ce film. Je me vois mal parler, dire du mal d'un film, d'une œuvre que je n'ai pas vue, donc je vais la voir et si c'est mauvais, eh ben c'était mauvais et c'est pas grave. Sachant que je suis pas du tout dans une démarche de consommateur engagé au niveau de ma consommation de cinéma. D'ailleurs c'est marrant, quand je parle d'un produit et de consommation de film, on me reprend pour que je parle d'œuvre, pas employer le terme consommateur, mais c'est généralement les mêmes personnes qui vont parler de consommation du cinéma engagé. C'est un petit peu ironique en fonction du sujet, de la façon dont on aborde les œuvres cinématographiques, on les inscrit dans un schéma capitaliste de consommation ou pas, ça c'était la parenthèse, mais je suis pas du tout dans cette démarche là, je vais voir un film par la curiosité de le voir, j'avais la curiosité de voir ce film, j'avais la curiosité, dirons-nous, de constater les dégâts et peut-être d'avoir une bonne surprise. Je n'ai pas eu une bonne surprise, ça me permet également de revenir sur ce film avec vous, ça me permettra d'en discuter en commentaire, les commentaires sont là d'ailleurs pour me dire si vous avez apprécié le film, si vous l'avez vu, pour me dire si vous l'avez pas vu, etc. Vous le savez. Et le bilan, c'est que c'est pas apocalyptique, mais c'est ringard et assez inintéressant et ça ne fera pas avancer le schmilblick, mais par contre c'est inquiétant et plutôt triste. Voilà. Nous allons nous arrêter là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur Shazam 2, Fury of the God, la colère des dieux, jusqu'au bout. J'espère que vous l'avez apprécié malgré son manque de positivisme, dirons-nous. Désolée de m'être énervée et même d'avoir été un peu vulgaire, mais... Vous le savez, ici c'est l'honnêteté qui prime, ainsi que le débat, donc j'ai très hâte de lire vos commentaires juste en dessous où vous me dites déjà si vous êtes allé voir le film ou pas. Vu à quel point les salles sont vides, je suis pas sûre que beaucoup de gens soient allés voir le film, ce qui est très dommage pour eux, mais qui peut être un signe, un indicateur intéressant à analyser pour le DCU et pour la Warner, so why not. Si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à me dire pourquoi vous n'êtes pas allé le voir. Si vous l'avez vu, dites-moi si vous l'avez apprécié, c'est totalement possible évidemment. Ici ce n'est que mon point de vue et mon regard sur l'œuvre, donc évidemment on peut être en désaccord et c'est d'ailleurs toujours intéressant d'être en désaccord. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, ça donne le smile, ça me soutient dans ce que je fais et ça aide YouTube à référencer la vidéo. Et si ce n'est pas encore le cas et que vous souhaitez voir d'autres vidéos comme celle-ci, vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est juste en dessous, c'est gratuit, ça fait plaisir et vous pouvez activer la cloche pour être tenu au courant des sorties des futures vidéos. Moi je ne vous embête pas plus, je vous souhaite comme d'habitude une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bons visionnages.
peut-être ou peut-être pas Shazam 2 en fonction de vos attentes par rapport à ce film et en fonction de vos envies, dirons-nous. Je pense pas que c'est moi qui vous motiverai à aller le voir en tout cas. Prenez soin de vous et nous on se dit comme toujours, à très très vite. Ça monte un peu haut, non, par rapport à d'habitude. Non, c'est bon. Je suis contente, j'ai reçu de nouvelles lights. Du coup, l'éclairage est pas trop mal, alors que là, il est quand même assez tard dans l'après-midi et commence à faire sombre dehors. C'est des lights sur pied, comme ça. Il y avait une promo avec les Amazon Days ou je sais pas quoi. Bref, j'en ai eu 2 comme ça. 6 €, je sais plus. Elles sont assez hautes, elles font à peu près 1 mètre de haut. Ce qui est pas mal. Donc j'en ai une au-dessus de moi ici, une là du coup pour ce côté-là. Je sais pas si vous le voyez. Et après j'ai ma grosse light que j'ai depuis le début, qui est toujours à l'endroit où ça se reflète de ouf dans mes lunettes, mais là pour le coup on n'y pourra rien. Mais du coup j'en ai une qui est quand même en face de moi, là je pense que vous voyez l'ombre que ça fait. Donc en fait elle se reflète pas trop dans les lunettes, ou alors vraiment si je lève la tête, vous la voyez, c'est celle qui est ici. Mais c'est pas mal je trouve. Ma ring light a déménagé dans mon setup live. Notamment pour les live Twitch que je souhaiterais mettre en place tous les dimanches soirs. Si vous souhaitez venir voir, on parle de l'actualité de la semaine au cinéma streaming, en mode chill. Et j'ai d'autres expérimentations en cours, notamment une expérimentation de podcast. Ça je sais pas du tout si ça va durer dans le temps, je sais pas du tout si ça va vous plaire, mais j'avais envie de tester. Quelque chose que j'avais envie de tester. J'avais l'envie, l'énergie, ce qui était rare ces derniers jours, donc ces derniers temps, ces derniers mois. Donc on teste ça maintenant. Voilà pour le point presse, voilà pour le point actualité, le point news. Allez. J'ai un peu changé mon introduction, je sais pas si vous avez remarqué. Et qui est une sorte de cadavre de Frankenstein, tout recoupé, remachiné. Le film est réalisé par David F. Sandberg. Non, ils sont là, oh, t'as vu mon gros gourdin qui, oh, il a volé le gros gourdin, oh, j'ai réparé le gros gourdin, oh, je te vise avec le gros gourdin. Pardon, il y a aussi, ha ha ha, un dragon, et t'as vu mes Skittles. Voilà, Bon, c'était pas très positif. Au début, j'ai essayé d'être un peu... Pas positive, j'ai pas été positive, mais d'essayer de le prendre chill. Je suis désolée de m'être énervée. C'est agaçant parce que je suis passionnée. C'est de l'énervement de passion de quelqu'un qui aimerait que ce soit bien. Comme toujours, je respecte les équipes qui travaillent sur ces films, mais c'est tellement crispant et agaçant quand on aime ces univers, quand on aime ces héros, quand on aime ce genre, de voir ça. C'est comme quand vous regardez quelqu'un en train de taper sur un clavier hyper lentement et de galérer alors que vous savez bien taper sur un clavier. Vous voyez cette crispation là? C'est agaçant, hein. Ben voilà, c'est ça, c'est pareil. Vous savez que ça pourrait être bien, mais vous êtes en train de regarder quelqu'un en train de le faire mal, c'est agaçant. La comparaison est très très bien, la comparaison est très très bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai vraiment trouvé c'est exactement la même crispation. Allez, je vous embête pas plus, je vous remercie d'avoir regardé ces scènes post-génériques. Ciao.